Le cinéma. Quelle merveilleuse invention. Et je ne parle pas ici du kinétoscope, le point de départ engendré par Edison, mais bien du cinématographe. Une nuance majeure, car si l'inventeur américain voit en sa machine l'intérêt pécunier seulement, une personne pour un spectacle pour un nickel, il passe à côté du potentiel de son invention, rassembler et s'émerveiller en grand. La lumière viendra quelques temps plus tard quand Antoine, le père des frangins ardéchois les plus célèbres du cinéma, découvrira le procédé d'Edison et aura la grande idée, projeter. Vous connaissez la suite, les Lyonnais d'abord photographes accomplis deviennent cinématographeurs, ou opérateurs, je sais pas trop comment on dit, les termes d'usage devaient manquer de clarté j'imagine à ce moment-là, mais bon, les voilà à l'aube du 7e art, et si la fiction n'a pas encore imprégné la pellicule, les petites scénettes du quotidien captées par la machine font sensation, mais servent essentiellement la simple démonstration, le contenu n'est pas encore ce qui importe. Les mois passent, des projections ont lieu dans divers cercles restreints, mais d'autres inventeurs vont talonner les lumières de toutes parts, et il est temps de rendre définitif et public le cinématographe. Ce sera le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café à Paris. Premier festival s'il en est, 10 films sont projetés, de 50 secondes environ. Et non, l'arrivée d'un train n'en fait pas partie. Et oubliez au passage le mythe de la peur panique quand surgit pour la première fois la locomotive à l'écran, c'est vendeur certes mais un brin exagéré. Bref, il n'y a pas foule ce soir-là, difficile d'arrêter les passants frigorifiés et de leur faire dépenser un franc pour découvrir cette nouvelle attraction, et en ce premier soir de l'avènement du cinéma, ils ne sont qu'une trentaine seulement à se rassembler pour cette première séance. Mais les frangins ne se formalisent pas. Un mois plus tard, ils ouvrent la salle Lumière à Lyon et recrutent des opérateurs pour les envoyer arpenter le monde, et poser leurs trépieds un peu partout où l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Ce qui reste banal à un endroit devient merveilleux une fois projeté ailleurs. De nouvelles cultures apparaissent sous nos yeux, de nouveaux paysages se dessinent, en somme ce qui différencie les hommes devient ce qui les rassemble, et un nouvel imaginaire se profile. Le truc c'est que pour l'instant, si le cinématographe commence à faire parler de lui comme divertissement, on a surtout affaire à des scènes totalement arbitraires. On capte le quotidien ici et là, mais déjà un sens du cadre existe, certainement grâce à leur expérience de photographe. Non mais regardez-moi ces compositions, c'est fabuleux. Juste en choisissant un angle et un sujet, déjà émotionnellement quelque chose s'enclenche. En tout cas, personnellement, je trouve ça très beau. Et puis, bim, premier travelling, que l'on doit à Alexandre Promio, puis premier tour de magie accidentelle. Les choses vont très vite et la narration apparaît. Et si je racontais quelque chose ? En voilà une idée, et c'est à partir de là qu'aujourd'hui les plus célèbres sont cités comme les premiers réalisateurs. Alice Guy, Ferdinand Zecca, Louis Feuillade ou encore Georges Méliès. En l'espace de quelques mois, on est passé de documentaire à fiction, puis adaptation. Eh bah oui, tant qu'on y est, donnons vie aux tableaux les plus célèbres. Animons l'imaginaire collectif jusqu'ici figé dans les esprits. Bon, et l'étape d'après alors ? Le montage, oui, et automatiquement, la magie. Son plus célèbre représentant, Georges Méliès, va déformer la réalité pour la modeler à ses propres univers, proposer l'impensable et par là même offrir au spectateur des visions qu'il n'aurait jamais fait naître de lui-même. Essayez d'imaginer ce que ça doit être, de ne s'attendre à rien et soudainement découvrir sous vos yeux la projection directe d'un esprit joueur, poétique et sans limite. S'il le veut, il peut désormais décrocher la lune, ou pourquoi pas l'éborgner, allons-y. Ce qui compte, c'est l'émerveillement que l'on peut offrir. Ce qui compte, c'est le public. Un art vient de naître, celui d'offrir et de recevoir. Une nouvelle forme d'échange entre l'enfant qui sommeille en chacun et les rêves les plus fous des réalisateurs. À partir de maintenant, rien ne sera jamais plus pareil. Le monde vient de basculer car on a enfin trouvé le moyen de créer l'imaginaire. Pour ce qui est d'offrir, il y a un gars qui n'a eu de cesse toute sa courte vie de proposer de l'émerveillement. Un gars timide, adorable et avec une imagination débordante, Jim Henson.
Passionné par les marionnettes, le plus gros de sa carrière se fera à la télévision. Devenant l'artiste le plus important de son temps, il rendra accro des millions de téléspectateurs grâce à ses émissions, et notamment le Muppet Show. Il imagine, il écrit, met en scène, invente continuellement de nouveaux procédés pour filmer et donner vie à ses marionnettes. Bref, plus que de révolutionner, il détermine ce que sera l'art du marionnettiste. Et plus que tout, dans cette recherche perpétuelle du meilleur, il s'entoure. Et c'est à cette époque, dans les années 60, qu'il engage son vieil ami Frank Oz, qui n'a alors que 19 ans, et deviendra au fil du temps un de ses plus proches collaborateurs, et lui aussi un marionnettiste hors pair. Donc la vie suit son cours. Jim, dans sa course contre le temps, assouvit toutes ses envies créatives et expérimentales et connaît un succès monumental, où même les plus grandes stars planétaires font la queue pour apparaître quelques minutes avec leurs Muppets préférés. Et c'est en toute logique qu'il veut tenter la grande aventure avec ses personnages et s'essayer au cinéma. Et s'il ne le réalise pas, non, ce sera un certain James Froley, il reste cependant l'instigateur de toutes les idées, et pas des moindres, car son ambition le pousse à vouloir faire de cette aventure une épopée extérieure, voulant s'amuser avec ses Muppets au grand air en dépit de toutes les difficultés que ça encourt. Excuse me guys, we're looking for Hollywood. Se mettre au défi, avancer, tester, ce mec est une source intarissable d'idées, et comme tout génie dans son domaine, grandit ce besoin d'aller plus loin. Une idée est là, quelque part dans sa tête, depuis quelque temps déjà, et peut-être est-il temps d'aller explorer un nouvel univers. Il met fin à son show qui cartonne depuis 5 saisons maintenant et prend la direction de Tra avec sa fidèle équipe pour le plus gros défi de sa vie. Il intègre un certain Brian Froud dans sa troupe, un illustrateur britannique de fantasy qu'il admire et à qui il demande de l'aider à concevoir cet univers si riche. Froud sera donc chargé de dessiner et comprendre l'univers si particulier d'Henson, et son alter ego, Frank Oz, accepte de l'aider dans cette nouvelle discipline, la réalisation. Et à ce moment-là, juste à partir de l'esprit magnifique de Jim Henson, nos 3 compagnons et leur équipe se lancent dans une aventure qui changera à jamais la fantasy au cinéma, et parviennent à créer de toutes pièces un monde où tout nous est inconnu. Parviennent à créer l'imaginaire de Jim Henson. Et je serais incapable de quantifier combien j'aime ce film, cet univers, tout. Ce qu'est parvenu à faire Jim et l'entièreté de son équipe continue de me fasciner. Développer aussi profondément un monde tout entier relève d'un certain talent, et parvenir à faire déborder cet univers bien au-delà de ses simples 90 minutes fait de ce film une pure merveille. L'action de Dark Crystal se situe sur la planète Tra, un monde aux 3 soleils où il y a longtemps eut lieu la Grande Division. Un événement cataclysmique qui a bouleversé à tout jamais l'équilibre de ce monde autrefois idyllique et foisonnant. Cette grande division fut l'œuvre des Urskex, un peuple venu d'ailleurs et banni sur Tra. Réalisant qu'ils ne pouvaient retourner sur leur planète natale que lors d'une grande conjonction des 3 astres, ils entreprirent d'aider les espèces de Tra à prospérer, et notamment les pacifiques Gelfling et Ogra, l'astronome. Mais la cérémonie de la grande conjonction ne se passa pas comme prévu. Les Urskex ne parvinrent pas à maîtriser la puissance du cristal de vérité, le cœur de Tra qui relie toutes les espèces entre elles et assure l'équilibre de ce monde. Ils furent divisés en 2 êtres, les cruels et matérialistes Skeksis d'un côté et les paisibles mystiques de l'autre. Durant des siècles, les Skeksis, qui ont pris possession du château et du cristal, ont apporté la mort et la désolation sur Tra, puisant dans la force du cristal pour assurer leur immortalité et leur domination. Et 999 trines plus tard, une nouvelle grande conjonction approche, et une prophétie raconte qu'un Gelfling ressurgira et mettra fin à leur règne pour rétablir l'équilibre sur Tra. Ce Gelfling s'appelle Jen et fut recueilli après le massacre de son peuple par les Mystics qui vivent en reclus. Et alors que le grand maître se meurt, Jen va se voir confier cette quête afin de guérir ce qui fut autrefois le cristal de vérité, et qui est désormais appelé Et c'est là que débute l'histoire de ce merveilleux film, nous plongeant dans l'univers si riche d'Henson qui ne dévoile ici qu'un fragment du lore développé par les cinéastes et les designers. Et c'est là toute la force de Dark Crystal. Nous plonger dans un monde dont seuls quelques aspects nous sont présentés renforce la sensation d'enchantement. On ressent cette richesse et ce foisonnement qui existent hors du cadre, et 1h30 plus tard, un univers tout entier s'est emparé de nous. Il faudra 5 ans de préparation avant que ce film voie le jour, et plus que se baser sur toutes les techniques développées depuis le début de sa carrière, Jim inventera de nouveaux procédés pour mettre en scène ses marionnettes complexes. Il garde la projection en direct sur des écrans dissimulés, mais il faut maintenant entre 3 et 5 personnes pour donner vie aux créatures imposantes. Que ce soit les yeux, le visage, les bras ou le reste du corps,
Chacun doit accomplir sa tâche avec un souci du détail très méticuleux. Ressentir, voilà la mission de cette grande famille, faire exister ce monde pour qu'on puisse en faire partie. Et encore une fois, la force de Jim est de mise, car tous les départements créatifs sont indissociables et donc unis. Entre une idée attrapée au vol par Henson, puis dessinée par Brian Froud avant d'être intégrée au storyboard, pour ensuite prendre forme concrètement par les concepteurs avant de se rendre compte que c'est pas possible, au final ce sont tous les artistes qui réfléchissent ensemble pour trouver le moyen de réussir à mettre en œuvre ce qui n'était alors qu'une idée. C'est ça la beauté de ce film, tout le monde est impliqué, tout le monde y croit parce que Henson et Oz y croient, et d'une simple envie d'émerveiller, l'ambition n'a plus aucune limite. Il suffit juste de trouver comment faire. Un cascadeur montre ses talents d'échassier par hasard, parfait, trouvons une créature qui pourrait prendre vie grâce à lui, et développons toute une histoire autour d'elle. Et voilà, quelques coups de crayon plus tard, Tra compte maintenant parmi sa faune les échassiers du vent, de fidèles montures fendant les airs qu'on retrouve lors d'une scène où nos héros se rendent au château. Et déplaçons une grue, tant qu'on y est, pour leur donner un aspect plus rapide. Et petit aparté, mais dites-moi que je suis pas le seul à croire qu'il y a un lien entre ça et ça. Bon, et tant qu'on y est, faisons-le tout de suite. Do or do not. There is no try. Si l'on sait que Frank Oz et Yoda ne font qu'un, à l'origine c'est bien vers Henson que s'est tourné George Lucas pour l'aider à confectionner et interpréter son grand sage. Mais trop occupé, il l'encourage à se tourner vers son autre moitié, Frank Oz donc, qui juste après la sortie du film des Muppets deviendra en plus du marionnettiste attitré, un consultant créatif sur l'Empire contre-attaque. Et comme incarner une marionnette ne consiste pas juste à bouger les doigts, il lui prête aussi sa voix, et instaure son dialecte si particulier, avec les fameuses constructions inversées. Take it to him, Ariel. La conception de Yoda est quant à elle l'œuvre de Wendy Froud, la femme de Brian, qui a déjà participé au show des Muppets ainsi qu'au long métrage, et qui s'est chargée de créer nos deux Gelflings pour Dark Crystal, Jen et Kira. Donc quelque part, sans les Muppets, pas de Yoda. Quelle certitude as-tu? Bon bref, à l'arrivée, on se retrouve avec une épopée devant et derrière l'écran. Non mais admirez-moi ces grands enfants, prêts à tout pour la réussite de leur spectacle. Et allez, c'est le moment où je fais les louanges de la musique. Bah voilà, hein, pas grand chose à dire, c'est magnifique. Et c'est composé par Trevor Jones, un gars qui manie l'épique à la perfection et qui débute quasiment sa carrière, ayant à son actif à ce moment-là l'Excalibur de John Boorman, ou encore l'oublié The Appointment, une comédie familiale que je vous recommande grandement. Bon, et après Dark Crystal, Trevor Jones va ajouter quelques pépites à son palmarès. Allez, au hasard. On s'en lasse pas de celui-là, hein. Et je ne résiste pas à vous dévoiler mes petits coups de cœur perso. Alors déjà, on a celui-là. Et ma Madeleine numéro 1. Toute mon enfance réunie en quelques notes. Alors attention, plissez les yeux. Pas une ride. Bon, vous l'aurez compris, un compositeur que j'adore et qui lui aussi se démarque avec un style très personnel et parfois très reconnaissable. Bon, et malgré tout ça, malgré tous les talents employés pour un résultat plus que merveilleux, le film reçoit un accueil mitigé, comme souvent avec les œuvres révolutionnaires. Et encore, les débuts étaient bien pires. À l'origine, seuls nos deux Gelflings s'exprimaient en anglais. Le reste des personnages avaient leur propre langue, et les projections tests catastrophiques ont poussé nos réalisateurs à réenregistrer des dialogues, en prenant soin de coller au plus près des mouvements déjà présents à l'image. Restent quelques personnes sensées qui ont su récompenser le film au Festival Fantastique d'Avoriaz en 83, et lui décerner le Grand Prix du jury, un jury présidé par George Miller, un révolutionnaire lui aussi, et composé entre autres de Jean-Jacques Hano et Claude Rich. Voilà, deux personnes que j'admire beaucoup. Antoine de la Foix, le plus respectueux, le plus ancien, le plus fidèle ami de Patricia. Bon, et la suite est quelque peu logique. Jim continue de créer pour la télévision avec ses marionnettes. Un nouveau film voit le jour, Les Muppets à Manhattan, réalisé par Frank Oz cette fois, qui devient à l'aise dans l'exercice. Puis arrive dans la foulée le Labyrinthe. Produit par Lucas, écrit par Terry Jones,
Jennifer Connelly, David Bowie, là aussi beaucoup de choses à raconter, mais je vais pas m'étendre sur le film. Mais sachez qu'on y retrouve globalement la même équipe et que l'ambition de Jim a pris un sacré coup de réacteur. Une ambition qui coûte 25 millions maintenant, 10 de plus que Dark Crystal. This is going to be the best movie ever made. Okay, all right, well, I'll agree with that. I'm happy to hear that, actually. Et malgré cette grande et belle famille à l'œuvre, le film n'obtiendra pas le succès escompté d'Henson, et je pense que la déception fut grande à ce moment-là. Mais son coup de génie fut de créer la Jim Henson's Creature Shop, sa compagnie de création de marionnettes qu'il mit en place pendant la production de Dark Crystal, et qui très vite s'est ouvert au monde du cinéma pour participer à bon nombre d'envies et de créations d'animatroniques. Et c'est comme ça qu'en plus des projets propres à Henson, comme sa série The Storyteller, on les retrouve impliqués dans divers projets, comme L'Ours de Jean-Jacques Hano, tiens, ou encore Les Tortues Ninja. Awesome! Et nous sommes désormais en 1990, et Jim Henson, qui prenait soin de sa santé autant que de son sommeil, déclara une pneumonie, et nous quittera le 16 mai à seulement 53 ans. I suggest you first have a nice friendly little service of some kind. It would be lovely if some of the people who sing would do a song or two, some of which should be quite happy and joyful. It would be nice if some of my close friends would say a few nice, happy words about how much we enjoy doing this stuff together. This all may sound silly and over the top to you guys, but what the hell, I'm gone and who can argue with me? L'héritage culturel qu'il laisse derrière lui est gigantesque, et la belle histoire, c'est que ses enfants et son ex-femme continuent de faire prospérer la compagnie, gardant les droits sur le Creature Shop et sur toutes ses œuvres. C'est grâce à ça notamment qu'on continue d'avoir des films sur les Muppets, et que les animatroniques ou créatures en tout genre dans nos films adorés sont faits avec grand soin. Les années 90 ont ainsi pu nous offrir Les 101 Dalmatiens, Pinocchio, celui-là, ce magnifique Nessie, qu'on retrouve dans Loch Ness justement, mais aussi Dr. Dolittle, celui-là, pas lui, ou encore le Fantastic Babe, qui fut récompensé aux Oscars d'ailleurs. Puis arrive le nouveau millénaire, avec des films comme Chien et Chat, j'adore ce truc. Harry Potter évidemment, Stuart Little, Des Tigres, Pinocchio, celui-là, ou encore ces merveilleux Maxi Monstres. Ah oui, et il n'y a pas que des films non plus, et là vous pouvez pas savoir combien je suis content de le placer celui-là, c'est eux qui ont fait Flat Eric. Bon, en gros, ils sont assez prolifiques, et Brian, le fils de Jim, aura même son émission de télé-réalité en 2014 où de jeunes talents viennent se défier dans des épreuves de conception de créatures. Et Frank, lui, dans tout ça, quel a été son parcours après la perte de son ami ? Eh ben, toujours marionnettiste d'exception déjà, donc oui, je suis vraiment heureux quand je vois ça. Skywalker, Mr. Arrive. Et quelques apparitions au cinéma, qui continuent d'ailleurs, c'est lui là. Et surtout réalisateur quoi, depuis Dark Crystal, le gars n'a pas arrêté, il adore ça. Donc après les Muppets à Manhattan, il se charge du remake de La Petite Boutique des Horreurs, avec sa plante directement issue des ateliers de la Henson Company, puis d'autres trucs très sympas, comme l'Indien du placard. Là aussi j'aime beaucoup, et surtout je trouve ça trop bien fait. Et oui, il y a un Indien, donc forcément... Tu arrêtes la magie car tu fais sans savoir! Bon, et tout ça c'est bien beau, mais Dark Crystal, ça en est où maintenant? Parce que jusqu'ici on a juste un film d'1h30 et une BD Marvel, alors que tout un univers dort quelque part. Eh bah une suite a bien été évoquée dans les années 2000. Titrée The Power of the Dark Crystal, elle devait conter les aventures d'une Gelfling de feu provenant d'un peuple vivant au cœur de Thra, et contraint de voler un éclat du cristal dans le but de raviver le soleil mourant, se trouvant au centre de la planète. Alors, une histoire qui donne envie déjà, mais là où ma déception est infinie, c'est qu'il était question de confier cette suite à Genndy Tartakovsky. Et quand on sait que tout ce que touche cet homme devient instantanément fabuleux, je ne peux même pas imaginer ce qu'aurait fait ce génie s'il s'était aventuré dans cet univers. Mais heureusement, un lot de consolation existe, car cette histoire a eu droit à son adaptation en comics en 2017, 3 tomes qui, alors si les dessins ne me chamboulent pas, me permettent d'affirmer que oui, on avait là une bonne histoire. Mais le vrai tournant, on le doit à un romancier et illustrateur qui s'appelle Joseph Lee, ou Jim Lee, à ne pas confondre, attention, qui s'empara de l'univers d'Henson et développa au travers de plusieurs romans l'histoire précédant la disparition des peuples Gelfling. Une fantastique épopée qui fait office de préquel et qui raconte les prémices de l'obscurcissement, ce mal étrange provoqué par les Skeksis et leur soif d'immortalité qui ronge le cœur de Thra, répandant la violence et la désolation sur les peuples Gelfling et toutes les espèces vivantes. Des romans que je trouve très bons, et qui, s'ils s'inscrivent dans la littérature jeunesse, ne manquent pas de cruauté et de bravoure. Mais la force de ces bouquins, c'est bien le foisonnement de détails. Tout est enrichi et désormais organisé. On découvre donc les différents clans Gelfling qui peuplent Thra et leur géographie, le pouvoir en place et matriarcal qui plus est. Bref, une belle aventure qui marque les débuts de ce déséquilibre qui mènera les Gelfling à leur perte et les Skeksis à leur domination d'un monde détruit. Et puis tout à coup, Louis Leterrier.
Alors là, s'il y a bien un truc que j'avais pas vu venir, c'est ça. J'avoue avoir beaucoup de sympathie pour ce gars, que ce soit en réalisateur, vu que sa filmo m'accompagne depuis l'adolescence, ou en acteur, même s'il est plutôt discret. Allez-y, trouvez-le. Mais ce que j'ignorais, c'est à quel point le type était mordu de Dark Crystal, et surtout qu'il était en contact avec la Henson Company, donc les enfants de Jim, depuis quelques années. Et puis en 2019, j'ai vu ça. Behold. I saw something. Everything the Skeksis ever told us was a lie. And now everyone and everything is at risk. Bon, je vous épargne mon état émotionnel à ce moment-là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient offert l'univers d'Henson à celui qu'il fallait. Rarement une bande-annonce ne m'avait autant convaincu. Et puis la série arriva, et comment vous dire ? Vous voyez combien j'aime le film ? Bah dites-vous que je trouve la série encore plus aboutie. Le Terrier et cette nouvelle équipe ont presque désacralisé le joyau originel à mes yeux, tant tous les partis pris sont excellents, et je dis bien tous. Déjà, premier point, les marionnettes. Je pense que jamais on n'avait atteint un tel art dans le domaine. Et la Henson Company a bel et bien confirmé l'ampleur du boulot. Et là où Netflix a pris la bonne décision, c'est qu'un test leur a été projeté par les Henson, mélangeant images de synthèse et marionnettisme, pour voir avec eux quelle direction prendre, vu qu'il était question pendant un temps qu'une série animée se fasse. Et quand on voit le résultat, bah on se dit que ça n'a aucun sens, et c'est bien ce qu'a répondu Netflix. Si on veut ressentir, il faut des marionnettes, il faut du palpable. Et le degré de perfection atteint est juste phénoménal. En même temps, 50 ans d'expertise, on peut largement admettre qu'ils en étaient capables. Et vous ajoutez à ça les costumes, les choix artistiques et les marionnettistes exceptionnels qui les animent, et le pari numéro 1 est plus que réussi. Il est bluffant. Et la touche finale, celle pour leur insuffler la vie à tous ces personnages, les voix. Et là encore, c'est vraiment parfait. Le trio de tête est surprenant d'ailleurs, j'ignorais leur qualité de doubleur, mais j'étais pas prêt à m'investir autant grâce à eux. Donc on a du Taron Egerton en Ryan, du Anya Taylor-Joy en Brea, et ma préférée, Dit, qui prend vie grâce à la merveilleuse voix de Nathalie Emmanuel. Where's your sense of adventure? Come on! Bon, je vais pas tous les énumérer au risque de me perdre en digression, mais je les trouve tous fabuleux et vraiment crédibles. Ce qui m'amuse déjà, c'est le petit combo Game of Thrones, et sinon, celui qui m'impressionne le plus, c'est Simon Pegg en chambellan. Et même s'il a une certaine expérience dans ce domaine, il reste le plus méconnaissable de la série. Leave? No, no, no. Grunex, stay right where are. Et puisque tout est lié, évidemment, Mark Hamill, qu'on retrouve en scientifique bien flippant. The only mercy I have left to offer is death. Un rôle qui lui va vraiment bien et qui n'étonne personne vu sa longue carrière de doubleur. Et s'il a déjà convaincu tout le monde dans ses interprétations du Joker, il se hisse au sommet à mes yeux depuis qu'il a pris possession de ma poupée préférée. This is for Tupac. Et bah heureusement que j'ai dit pas de digression. Bon, et sinon ça parle de quoi ces 10 heures de pur bonheur ? Bah de ce que j'évoquais juste avant quand je parlais des livres de Joseph Lee. Dans l'ensemble, ça adapte son univers mis en place au moment où les Gelflings vont découvrir la supercherie des Skeksis et où les clans vont s'unir pour entamer cette fameuse période qu'on appelle... Et là où la surprise est grande, c'est que pour 10 épisodes, rien n'est superflu. Et ça, c'est grâce à l'écriture impeccable des deux scénaristes qui se retrouvent projetés dans le projet sans expérience avant ça dans le monde des séries. Ce qui a convaincu tout le monde, c'est leur amour pour Dark Crystal tout simplement, et on doit le reconnaître à leur talent de narrateur, car là aussi certaines idées sont folles. Et je pense notamment à la scène de marionnettes jouée par les marionnettes, un moment qui m'extasie à chaque fois. Skeksis. Bon, la liste est longue en réalité. Les décors, le rythme, la mise en scène aussi. Quand je disais que la série pouvait aisément se placer au-dessus du travail d'Henson et Oz, c'est que là où ils se concentraient sur la mise en place de l'intrigue, et en même temps faut pas oublier qu'ils débutaient, ici le Terrier apporte du mouvement. Rien n'est figé sauf quand c'est nécessaire, et certains plans sont carrément démentiels, comme celui-là. Ou d'autres encore où le numérique apporte un effet sprint qui fait mouche, comme avec le chasseur par exemple. Mais par-dessus tout, et là vous devez vous en douter, on a la musique. Ici c'est l'œuvre du Britannique Daniel Pemberton qui a eu la lourde tâche de succéder à Trevor Jones. Et encore une fois, pas un choix évident à première vue, mais vous l'entendez depuis tout à l'heure, l'exploit est juste. Bon, je crois que j'ai usé tous mes superlatifs. Un gars qui a surtout évolué dans la sphère télé, mais que vous connaissez probablement. Déjà, lui aussi s'est frotté à Excalibur avec un thème plutôt cool.
Et oui, évidemment, c'est surtout celui qui nous régale sur les aventures de Miles Morales. Et tant qu'on y est, pourquoi se priver, petit hommage au thème de Gwen. Bref, une bande-son qui envoie tout ça dans les étoiles et qui est probablement celle que j'écoute le plus. Voilà, donc une série non content de ravir tous les passionnés de Dark Crystal apporte aussi une certaine forme de frustration, car à l'heure actuelle aucune suite ne se profile, et pourtant il reste bien des trines avant d'en arriver au point de départ de 82. Et je veux savoir ce que devient Dit, s'il vous plaît. Et voilà, presque un siècle après la naissance du cinéma, cet univers fantastique a émergé, provenant de l'esprit d'un grand rêveur qui a tout donné pour invoquer les images qui constituent ses rêves, et qui 40 ans plus tard continue d'émerveiller. Et si le monde de Tra semble s'éloigner du nôtre autant que possible, il reste finalement bien plus proche de ce qui nous entoure qu'il n'y paraît. Car n'oublions pas que la fiction naît de l'esprit des hommes, et qu'elle pourra chercher à s'en éloigner autant que possible, elle restera à jamais liée à notre réalité, nous invitant à la fin à regarder autour de nous, pour peut-être à notre tour créer l'imaginaire. Donc, est-ce que Dark Crystal est le film de l'année 82 ? Eh ben j'en sais rien, mais certainement celui qui nous aura permis d'associer l'émerveillement à un nom, celui de Jim Henson.